Bonjour, nous sommes le lundi 25 juin 2018 et ce que je voudrais faire, c'est un bilan du colloque international consacré au transhumanisme qui a eu lieu du 20 au 22 la semaine dernière à l'Université catholique de Lille, colloque dans lequel j'ai été fort impliqué. Je vous l'ai déjà dit, j'ai présidé différentes sessions, j'ai été une des personnes qui est intervenue en session plénière dans un dialogue avec un débat, une disputatio avec le philosophe allemand Stefan Lorenz Zorgner. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais parler du colloque dans son ensemble et d'en tirer quelques leçons par rapport à mon propre engagement sur ce type de questions. Alors, que dire de ce colloque? Moi, j'étais ça m'a fait très plaisir. J'ai entendu de très bonnes communications, j'ai entendu des conversations dans les corridors et avant, après, qui étaient très intéressantes. On est allé sur des questions de fond. Il y a une personne dont je regrette qu'elle n'ait pas été là. C'est la personne qui réfléchit, je dirais, le mieux en ce moment sur ces questions. Voilà, c'est Monsieur Gilbert Hautois. Et ça, c'est un nouveau livre. Et je vous en recommande la lecture. Ça s'appelle Philosophie et idéologie trans et post-humaniste. Et ce monsieur Hautois est une personne qui joue un rôle important dans ces questions parce que je dirais que c'est peut-être le meilleur penseur actuel du transhumanisme. Il a un peu tendance, mais comme nous tous, à confondre ce qu'il pense personnellement avec le transhumanisme. Mais du coup, il donne à ce transhumanisme qui pourrait être considéré comme un discours partant un peu dans toutes les directions, il lui donne au contraire de la substance, il lui donne un fondement, des fondations plutôt, des fondations dans la philosophie qui nous vient de nos ancêtres, et il situe ça avec une énorme précision, très 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 bien. Mais du coup, il en fait un discours militant en faveur manifestement du transhumanisme comme une autre version, une version récente de l'humanisme ancien, quelque chose de remis à neuf. C'est un petit peu comme ce que je dis moi-même, je ne suis pas dans l'anti-humanisme, dans le post-humanisme, même dans le transhumanisme nécessairement. Je suis dans l'humanisme remis au goût du jour, remis à neuf, requinqué, refurbished, comme on dit en anglais. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Une philosophie qui correspond à notre époque. Et là, voilà, je vais connecter ça tout de suite à autre chose. Je vais vous montrer. Voilà, il y a deux livres, vous les connaissez. Il y en a un qui s'appelle, le dernier qui s'en va, Éteindre la lumière, et puis l'autre qui s'appelle Défense et illustration du genre humain. Celui-ci, il date de 2016, il y a 2 ans. Celui-ci, il date de maintenant. Il est sorti le mois dernier, au mois de mai. Et alors, pourquoi je vous les montre? Parce que celui-ci, c'est un essai sur l'extinction de l'humanité, et tout le monde m'a dit, paradoxalement, c'est un livre optimiste. Pourquoi paradoxalement? Parce que c'est un livre qui dit, bon, l'extinction va venir, si on bouge pas, si on fait rien, ça va venir nécessairement. Et j'allais même plus loin. J'ai appelé ce livre une consolation, en disant, voilà, nous sommes réconciliés avec cette idée de l'extinction de l'humanité, et nous sommes en train d'en faire le deuil. Et là, il y a pas mal de gens qui l'ont lu et qui m'ont dit non, oui, vous lancez une alerte, mais il y a tellement d'éléments positifs que voilà, moi ça m'a mis de bonne humeur. En fait, j'avais un peu des appréhensions avant de lire ce livre, et puis ça m'a mis de bonne humeur. Et alors le contraste, c'est celui-là que moi j'ai écrit comme un livre optimiste, en disant voilà, nous sommes un genre humain, nous sommes des gens extraordinaires, nous avons fait des choses qui n'existent nulle part ailleurs, probablement dans l'univers, en tout cas nous n'avons pas la preuve, on a déjà bien regardé autour de nous. Personne n'a été capable comme ça de prolonger son espèce animale, de la prolonger en des réalisations technologiques extraordinaires. Alors, comme nous sommes un petit peu, faiblards sur le plan moral, bien entendu, cette technologie, nous l'utilisons aussi pour nous détruire, pour nous faire beaucoup de mal, etc. Mais ça, je crois pas qu'on pourra changer beaucoup. Nous sommes des mammifères agressifs, nous sommes des mammifères avec très peu de protection. Si nous n'avions pas été extrêmement agressifs, on serait pas là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arranger les choses. Ça ne veut pas dire que quand on se penche, quand on regarde en arrière sur le XXe siècle, qu'on ne doit pas se dire que c'est un champ de mort sur qui tombait la nuit et qu'il faudrait quand même faire un peu mieux. Mais ceci dit,
sur ce plan, de nous prolonger nous-mêmes par des... Au début, on appelait ça des outils, après on appelait ça des machines, maintenant on appelle ça de l'intelligence artificielle, des robots. Nous sommes parvenus à nous prolonger, à améliorer de beaucoup le confort de nos vies individuelles, et nous sommes sur le point de faire encore des choses extraordinaires. Mais par ailleurs, en arrière-plan, nous sommes absolument nuls à garder notre planète en bon état de fonctionnement. Pourquoi? Parce que nous nous donnons des systèmes économiques dont on nous dit que c'est formidable, qu'ils ont sorti tout le monde de la pauvreté, etc., qui sont des systèmes d'exploitation. Le terme était utilisé au XIXe siècle, il est toujours bon. Ce sont des systèmes d'exploitation qui conduisent à une concentration extraordinaire de la richesse. Nous avons assez de richesse pour faire le paradis terrestre, le paradis sur Terre, mais nous donnons tout le pognon à quelques personnes. L'année passée, 82% de la richesse créée est allée au 1% le plus riche. Nous sommes nuls sur ce plan-là, ce qui va conduire à notre extinction si on ne fait rien. Mais on peut faire plein de choses. Et donc, dans ce bouquin, j'ai dit, je vais essayer de mettre ensemble les principaux points des choses que nous avons comprises. Parce que voilà, notre richesse, c'est notre richesse intellectuelle. Nous avons compris qui nous sommes. Le problème, c'est que l'image que je propose de qui nous sommes, ça ressemble pas fort. C'est comme avec Trump, l'image et qui il est vraiment par rapport à l'image qu'il croit avoir de lui-même. Le fossé est abysmal. C'est un peu la même chose avec nous. Nous sommes racontés tellement de salades sur qui nous étions que nous avons complètement décollé de la réalité. Au point d'ailleurs que nous disons beaucoup de bien à notre propos qu'on mérite absolument pas, mais nous disons aussi beaucoup de mal de nous qu'on mérite absolument pas non plus. Et en particulier toute cette philosophie de la technique qui commence avec Husserl, qui continue avec Heidegger en disant de l'autoflagellation. Nous sommes des génies technologiques, mais c'est très très mal. Dieu nous punira un jour d'avoir fait ça, et ainsi de suite. Non. Voilà, c'est là que nous sommes au mieux de notre forme. On sait faire des choses extraordinaires. Le paradoxe, évidemment, c'est qu'il est probable que nous créerons notre remplaçant et que nous serons incapables de nous garder nous-mêmes en vie. Pourquoi? Parce qu'on pourrait effectivement aller sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes stellaires et essayer de recommencer. C'est quand même plus simple de continuer à travailler sur la planète pour laquelle nous sommes faits. Je ne veux pas dire que quelqu'un nous ait fait, ça s'est fait tout seul. Stigler l'autre jour a parlé très très bien de gens comme Lotka, Vernadsky, des gens qui ont compris que nous sommes peut-être simplement une manière efficace d'utiliser l'énergie qui se trouve autour de nous et que nous avons fait une grande erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à nous fonder sur l'énergie qui venait du soleil, nous avons épuisé une ressource qui traînait par là, qu'on peut trouver au fond de puits, et qui sont une source d'énergie fossile, que nous utilisons et que nous allons épuiser rapidement, et ça risque d'avoir été juste un feu de paille. On ferait mieux de se concentrer sur l'énergie qui vient du soleil, parce que celle-là, tant qu'il y en a, on peut au moins continuer à vivre. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit alors de mon livre que c'est un livre pessimiste alors que c'est un livre super optimiste qui nous dit tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on peut encore faire, etc. Eh bien c'est parce que c'est un livre aussi où je pose la question, est-ce que nous n'avons pas baissé les bras? Et quand les gens me disent c'est un livre pessimiste, ils veulent dire simplement, c'est pas que moi j'ai baissé les bras, je suis le seul à continuer à les agiter, mais ils reconnaissent le fait que tout le monde autour de moi a baissé les bras. Et que c'est pas optimiste de ce point de vue-là. Je dis retroussons nos manches, on va et les gars qui m'interrogent disent ouais mais vous savez bien qu'il y a personne, il y a plus de troupes, il n'y a pas de troupes. Nous sommes entrés dans notre culture. La culture occidentale est entrée dans une profonde dépression. Elle avait perdu un petit peu du terrain, un peu perdu de l'allant sur ces questions d'intelligence artificielle. Ça se fait maintenant, ça va surtout se faire ailleurs que chez nous, mais le potentiel était là, mais nous sommes découragés. Nous regardons avec des yeux ronds ce qui se passe en Chine, sans trop comprendre. On dit ah mais c'est les Chinois, ah mais il n'y a pas de liberté individuelle, etc. On va pas plus loin que ça. On se donne
Et voilà, le renard, les raisins, on se donne une raison rapide de ne pas vouloir faire comme les Chinois, et puis du coup, voilà, on les regarde avec fascination. Et du coup, c'est eux qui vont déterminer entièrement notre avenir sur les modifications génétiques, sur tout ce qui se passe d'avancées en intelligence artificielle. Nous avons comme symbole de notre monde occidental auquel nous avions accepté de nous mettre en remorque les États-Unis, et les États-Unis nous donnent le spectacle d'un effondrement précipité par un président qui n'est pas fou, mais qui peut plus rien faire que d'autre que refléter l'état de déclin dans lequel se trouve l'Occident. Alors oui, le livre il n'est pas pessimiste parce qu'il ne dit pas des choses pessimistes, mais il est pessimiste dans la mesure où il attire notre attention sur nous-mêmes et sur le fait que nous avons baissé les bras. Et en témoignent les quelques rares comptes rendus de ce bouquin. Je suppose que ceux qui en ont terminé la lecture et qui voudraient prendre la plume pour dire voilà, j'en pense ceci ou cela, le découragement est tel qu'ils n'arrivent plus à lever leurs mains. Il y avait une autre explication qui est probablement la plus probable, c'est celle qu'avait déjà donnée Jacques de Decker il y a quelques semaines, quand il avait fait ce compte-rendu formidable de mon bouquin, en disant c'est un livre qui secoue tous les conformisme universitaire, conformisme académique, conformisme idéologique. Et du coup, ceux qui ne seraient pas paralysés par leur propre pessimisme, parmi les gens qui écriraient un compte rendu de ce livre, ils sont paralysés par le fait que ils ont été nommés à un poste pour être les porte-voix d'un des conformismes en question. Ils ont trop peur de perdre leur boulot et du coup, ils ne se joignent pas à l'optimisme qui se manifeste là. Alors, j'ai parlé du livre de Hautoy tout à l'heure. Il y a une question qui se pose à nous et je ne vais pas donner une réponse, je vais simplement poser la question. Est-ce que le seul optimisme qui reste éventuellement dans notre culture, est-ce que c'est l'optimisme transhumaniste ? Alors, je ne vais pas donner une réponse, il faut que vous réfléchissiez vous-même. Dans le livre Défense et illustration du genre humain, je consacre une centaine de pages à cela, aux différents aspects, à la réflexion sur l'immortalité, à ce que disent les transhumanistes à proprement parler, à une réflexion sur notre rapport à la technologie. Et bon, il y a aussi une autre section pour laquelle qui commence le livre, qui est consacrée à pourquoi nous sommes si singuliers et si remarquables, pourquoi nous devrions être si fiers de qui nous sommes, malgré nos massacres, malgré nos tortures, malgré tous nos machins, qui sont des trucs qui nous viennent de notre vieux fond d'animalité. Et ce serait peut-être une bonne raison, justement, pour essayer de perfectionner, de se débarrasser peut-être de notre narcissisme de groupe qui s'identifie aux choses les plus minables chez nous, parce qu'on ne permettons pas à tout le monde de s'offrir un narcissisme justifié sur la personne qu'il ou elle est. C'est surtout ça le problème. Nous devrions mieux répartir les richesses, nous devrions travailler sur le fait qu'il y a des inégalités économiques, sociales, politiques, et la question doit être posée, est-ce que nous devons travailler comme le veulent les transhumanismes aux inégalités qui sont simplement données par la nature, au fait que certains ont un QI plus élevé, d'autres moins élevé, que certains sont pas beaux et certains sont très jolis. Est-ce qu'il faut travailler là-dessus aussi ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Sur le transhumanisme, vous comprenez, j'ai surtout des questions plutôt que des réponses. La seule question que je me pose vraiment, c'est est-ce que c'est le seul optimisme éventuel qui pourrait nous rester à nous en Occident, sachant qu'il n'y a pas grand-chose auquel nous puissions nous identifier. Ça, c'est une réflexion qui a été faite, c'était Anders Sandberg, un des transhumanistes, dans un petit groupe que je présidais, un petit groupe de réflexion. C'est un petit peu un dialogue qui s'était engagé entre nous à propos de M. Elon Musk, et nous étions arrivés à la conclusion, que c'est pas un problème pour nous qui est M. Elon Musk. Le problème pour nous, c'est qu'il y en ait si peu des gens qui soient comme lui. En tout cas, ça c'est une conclusion à laquelle j'arrive. Il faudrait au moins qu'il y ait une saine compétition, une saine concurrence entre les gens qui essayent de penser les choses autrement et qui utilisent la technologie pour faire d'autres choses,
utiliser mieux l'énergie, éventuellement se préparer à aller coloniser d'autres endroits. Si nous sommes à ce point stupides que nous fichions en l'air une fois pour toute la planète qui nous a donné le jour. Alors ça, c'est peut-être un peu pessimiste. C'est pas pessimiste parce que je vous dis précisément que nous avons les moyens. Nous savons comment faire. Nous savons comment faire pour nous en sortir. Notre seul problème, ce sont les gens qui sont assis sur leurs mains, comme on dit en anglais, là-haut, et qui essayent de récolter, qui eux sont convaincus, qui eux sont pessimistes, que la fête va s'arrêter et qu'il s'agit de faire encore du pognon sur les carousels et sur les attractions foraines, tant qu'il y a encore un peu d'argent à faire. Ce sont ces gens-là nos véritables ennemis. Alors voilà, un message optimiste, chers amis, sur un monde qui demande à ce qu'on s'en occupe, à ce que nous sortions de notre léthargie pour essayer de le remettre sur les rails et de pas simplement laisser aux Chinois le soin de le faire à notre place. Voilà, allez, à bientôt.